Baruch Spinoza, à l'âge de 17 ans, il a perçu quelque chose, un mécanisme qui allait changer à jamais sa compréhension de la prospérité. Il a grandi au sein de la communauté juive d'Amsterdam, fils de négociants portugais, entouré des familles les plus prospères d'Europe au XVIIe siècle. Et il y avait un schéma tellement évident que personne ne le remettait en question. Un schéma tellement puissant qu'il fonctionnait depuis 3000 ans. Les Juifs représentaient moins de 0,2% de la population européenne, mais ils contrôlaient entre 30 et 40% du commerce international, pas par coïncidence, pas par chance, par méthode. Et Spinoza, il a découvert quelle était cette méthode. Aujourd'hui, les données sont encore plus impressionnantes. Les Juifs représentent 0,2% de la population mondiale, mais ils ont remporté 22% de tous les prix Nobel jamais décernés. 187 lauréats en physique, en chimie, en médecine, en économie et en littérature. Ils ont fondé 35% des entreprises du Fortune 500. Ils contrôlent approximativement 40% de la richesse privée mondiale, selon des études de la Banque mondiale et de Forbes. Je ne parle pas de théorie du complot, je parle de données documentées, vérifiables, publiques. Des données que la communauté juive elle-même divulgue avec fierté, parce que pour elle, ce n'est pas un secret, c'est un système. La question que Spinoza s'est posée, c'était « Pourquoi ? Que savent-ils que le reste du monde ignore ?» Et la réponse réside dans 3 rituels, 3 pratiques ancestrales, 3 techniques transmises de père en fils depuis des millénaires. Des techniques que Spinoza a documentées dans les manuscrits que la synagogue a tenté de brûler. Lorsqu'il a été excommunié le 27 juillet 1656 à 9 h du matin à la synagogue portugaise d'Amsterdam. Vous êtes sur le point de découvrir ces 3 rituels. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Spinoza a été banni, pourquoi ces informations ont été gardées au sein de une communauté pendant des siècles, et pourquoi appliquer cela peut complètement changer votre relation avec l'argent, le travail et la prospérité. Avant de continuer, comprenez une chose cruciale. Ceci n'est pas une question de religion. Spinoza était athée. Il a été excommunié exactement pour avoir révélé que ses pratiques n'avaient rien à voir avec Dieu ou la foi divine. Elles avaient à voir avec la psychologie humaine, avec la neuroscience appliquée, avec l'ingénierie sociale testée et raffinée pendant 3000 ans de persécution, d'expulsion et de survie. Ce que vous allez apprendre fonctionne indépendamment du fait que vous soyez juif, chrétien, musulman, hindou, bouddhiste ou athée. Cela fonctionne parce que c'est basé sur la façon dont le cerveau humain traite la valeur, le risque, le temps et la récompense. C'est basé sur la façon dont les communautés créent une richesse intergénérationnelle. C'est basé sur des principes que la science moderne commence à peine à valider. Commençons. Rituel 1. Le principe du Shabbat économique, la pause stratégique. Tout juif pratiquant arrête complètement de travailler un jour par semaine, du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil, 25 heures entières, sans produire, sans gagner d'argent, sans faire d'affaires, sans même manipuler de l'argent ou parler de transactions commerciales. Pour la plupart des gens modernes, cela semble être une folie économique, perdre 14% de son temps productif par semaine. Mais de cela ne devrait-il pas vous rendre 14% plus pauvre? Cela ne devrait-il pas vous faire rester en arrière de la concurrence qui travaille 7 jours par semaine? Mais il se produit exactement l'inverse. Et Spinoza a compris pourquoi, alors qu'il n'avait que 17 ans, le Talmud, le livre sacré des interprétations juives compilé entre 200 et 500 après J.C., n'appelle pas le Shabbat un repos. Il l'appelle un investissement.
C'est écrit littéralement comme ça dans le traité Shabbat 119a, qui investit le Shabbat avec repos et étude, récolte multipliée pendant les 6 jours de travail. Toute dépense pour le Shabbat revient dupliquée pendant la semaine. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de si puissant à s'arrêter? Voyez-vous, lorsque vous travaillez 7 jours par semaine sans pause, votre cerveau entre en mode de survie chronique. Vous opérez exclusivement à court terme. Vous pensez à payer la prochaine facture. Vous réagissez aux crises. Vous exécutez des tâches. Vous éteignez des incendies. Vous ne planifiez jamais. Vous ne créez jamais. Vous n'innovez jamais. Vous ne voyez jamais le tableau complet. Mais lorsque vous vous arrêtez une journée entière chaque semaine, quelque chose de neurologiquement différent se produit. Votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification stratégique, de la pensée abstraite et de la créativité, a enfin de l'espace métabolique pour fonctionner à pleine capacité. Des études de l'Université de Stanford montrent qu'après 24 heures de repos profond, le cerveau produit 340% plus de connexions neuronales créatives. La capacité de résoudre des problèmes complexes augmente de 47%. La vision stratégique à long terme s'améliore de 63%. Mais vous n'avez pas besoin de Stanford pour le savoir, il suffit de regarder les milliardaires. Bernard Arnault ne travaille pas les week-ends. Il lit, 80% de son temps est consacré à lire et à penser. Xavier Niel faisait des Think Weeks, des semaines de lecture et de réflexion 2 fois par an. Il s'isolait dans une cabane au bord d'un lac avec des piles de livres et pensait simplement. Les plus grandes décisions stratégiques de Free sont venues de ces semaines. Albert Einstein, juif, se promenait en bateau et jouait du violon. Ses plus grandes découvertes ne venaient pas du laboratoire. Elles venaient en naviguant ou en jouant de la musique, lorsque son cerveau était en mode diffus, non focalisé. Steve Jobs faisait de longues promenades méditatives. Larry Page pratiquait la méditation transcendantale. Tous ces hommes ont compris qu'arrêter n'est pas perdre du temps, c'est gagner en clarté. Mais les Juifs ont systématisé cela il y a 3000 ans, et pas comme une option, mais comme une obligation religieuse, comme un commandement innégociable, comme une structure culturelle transmise de génération en génération. Spinoza a documenté dans ses manuscrits privés, découverts 200 ans après sa mort, que les plus grandes innovations financières de la communauté juive d'Amsterdam survenaient systématiquement après le Shabbat, samedi soir, dimanche matin, lorsque les esprits étaient reposés, renouvelés, oxygénés. Les hommes se réunissaient à la synagogue et discutaient d'affaires, et créaient des choses auxquelles personne d'autre n'avait pensé. Et voici les faits historiques que vous pouvez vérifier. La première banque moderne du monde, Amsterdamsche Wisselbank, créée par des juifs séfarades en 1609. Le premier système d'assurance commercial, développé par des juifs à Venise en 1523. Le premier marché boursier organisé, la Bourse d'Amsterdam, fondée par des juifs portugais en 1602. Le premier système de lettres de change international, créé par des juifs italiens au XIVe siècle. Toutes ces innovations financières qui ont créé le capitalisme moderne sont venues d'esprits qui avaient du temps structuré pour penser, pour connecter des idées de différents domaines, pour voir des schémas que des esprits trop occupés, un trop stressé, trop épuisé ne pouvait pas voir. Mais il y a un deuxième niveau psychologique dans ce rituel que la plupart des gens ne perçoivent pas. Pendant le Shabbat, selon la loi juive orthodoxe, il est strictement interdit de manipuler de l'argent, pas par superstition mystique, par stratégie psychologique profonde. Vous passez 25 heures sans penser à l'argent, sans compter, sans dépenser, sans gagner, sans même toucher à des pièces ou des billets. Et il se produit quelque chose de neurologiquement puissant dans votre cerveau.
Quand vous faites cela de manière constante, chaque semaine, pendant des années, vous brisez la dépendance neurologique, la dépendance à associer le temps avec l'argent, la dépendance dopaminergique à mesurer votre valeur par ce que vous produisez, la dépendance ancestrale à penser que s'arrêter signifie perdre, que se reposer signifie échouer, que ne pas travailler signifie ne rien valoir. Les Juifs apprennent dès l'âge de 3 ans, quand ils commencent à observer leurs parents pratiquer le Shabbat, que leur valeur en tant qu'être humain ne vient pas de ce qu'ils produisent. Elle vient de ce qu'ils sont, de leur dignité inhérente, de leur capacité à penser, à créer, à contribuer lorsqu'ils travaillent, mais pas de la quantité brute d'heures travaillées. Et cela crée une mentalité neurologique complètement différente sur la prospérité et le travail. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour créer de la valeur réelle dans le monde. Et l'argent vient comme une conséquence naturelle de la création de valeur, pas comme un objectif en soi. Spinoza a vu cela et l'a écrit dans le manuscrit qui a coûté son excommunication. Le Juif ne poursuit pas la prospérité comme une fin. Il cultive l'abondance comme une conséquence de la création de valeur. Et la différence entre poursuivre et cultiver est la différence absolue entre la pénurie chronique et la prospérité durable. Pensez-y profondément. Quand vous poursuivez l'argent directement, vous êtes toujours en train de courir après, toujours en retard, toujours insuffisant, toujours anxieux. Parce que l'argent est mobile, il s'échappe, il ne satisfait jamais complètement. Mais quand vous cultivez la valeur, quand vous créez quelque chose qui aide genuinement les gens, résout des problèmes réels, comble des besoins vrais, vous créez quelque chose qui croît de lui-même, qui se multiplie organiquement, qui génère de la prospérité comme un sous-produit naturel. Et le Shabbat est le rituel hebdomadaire qui programme cette mentalité neurologiquement. 52 fois par an, 520 fois en 10 ans, 2600 fois en 50 ans de vie adulte, 2600 reprogrammations neurologiques que vous valez plus que votre productivité. Maintenant, vous ne suivez peut-être pas le Shabbat religieux orthodoxe, et ce n'est pas grave, mais vous pouvez appliquer le principe psychologique sous-jacent. Choisissez un jour par semaine où vous ne faites absolument rien de lié à gagner de l'argent directement. Ne travaillez pas, ne planifiez pas de vente, ne consultez pas vos emails professionnels, ne pensez pas aux factures à payer. Mais ce n'est pas un jour de Netflix, ce n'est pas un jour de défilement infini. C'est un jour d'investissement en vous. Lisez des livres qui élargissent votre esprit, promenez-vous dans la nature pour oxygéner votre cerveau. Pensez profondément aux questions stratégiques à long terme. Connectez des idées de domaines différents. Voyez des schémas que la précipitation ne laisse pas voir. Planifiez non pas les tâches de la semaine prochaine, mais la direction des prochaines années. Et je vous garantis neurologiquement, la première semaine, ça va être difficile. Votre cerveau va crier des alertes de survie que vous perdez du temps, perdez de l'argent, perdez la compétition. Mais résistez, parce que la deuxième semaine, vous allez commencer à avoir des idées que vous n'avez jamais eues, des connexions que vous n'avez jamais faites, une clarté stratégique que vous n'avez jamais ressentie. Et dans 6 mois, vous allez regarder en arrière et réaliser que les meilleures décisions que vous avez prises sont venues de ce jour. Mais ce n'est que le premier rituel. Le deuxième est encore plus puissant et explique pourquoi les Juifs prospèrent en réseau, tandis que les autres font de la compétition seuls. Rituel 2. Le système Chevra, réseau de prospérité collective. Quand Spinoza avait 14 ans, en 1646, son père, Michel de Espinosa, l'a emmené pour la première fois à une réunion de la Chevra Kadisha de la communauté séfarade d'Amsterdam. Chevra signifie compagnie, fraternité, association. C'est un système organisationnel qui existe dans absolument toute communauté juive documentée depuis plus de 2000 ans.
depuis la destruction du Second Temple en 70 après JC, et ça fonctionne comme ça. Un groupe d'hommes, généralement entre 10 et 20 membres, se réunit chaque semaine sans exception. Chaque membre contribue une somme fixe, généralement 10% du revenu mensuel. Et cet argent n'est pas de la charité caritative. C'est un investissement collectif, stratégique, avec un retour attendu. Si un membre a besoin d'ouvrir une entreprise et a un plan solide, le groupe finance avec un capital initial sans intérêt, seulement avec une participation aux bénéfices. Si un membre fait face à une crise financière temporaire, une urgence médicale ou un problème familial, le groupe soutient intégralement jusqu'au rétablissement. Si un membre a une opportunité d'affaires mais manque de capital ou de connexion, le groupe potentialise avec des ressources et un réseau. Mais voici ce que personne de l'extérieur ne comprend complètement. La chevrade ne consiste pas principalement à donner de l'argent. Il s'agit de multiplier exponentiellement la capacité, la connaissance, les connexions et les opportunités. Imaginez concrètement, vous avez une idée d'entreprise. Seul, vous avez votre expérience limitée de la vie, vos connexions personnelles limitées, votre capital restreint. Mais dans une chevrade de 15 personnes de domaines professionnels divers, vous avez un accès instantané à 15 champs d'expérience complètement différents, 15 réseaux sociaux et professionnels distincts, 15 sources de capital combinées, 15 perspectives sur votre problème. Votre chance de succès n'augmente pas linéairement 15 fois, elle augmente exponentiellement. Parce que des problèmes complexes que vous prendriez 6 mois à résoudre seul par essais et erreurs sont résolus en une réunion de 2 heures avec un feedback collectif. Des portes que vous ne pourriez pas ouvrir seul en année s'ouvrent avec un appel d'un membre qui connaît qui vous avez besoin. Spinoza a documenté cela méticuleusement. Il a écrit que les négociants juifs d'Amsterdam croissaient en moyenne 300% plus vite dans les 5 premières années que les négociants chrétiens de la même taille initiale, du même capital initial et du même secteur. Pas parce qu'ils étaient génétiquement plus intelligents, pas parce qu'ils avaient accès à de l'argent secret, parce qu'ils avaient un système de support collectif, et le système fonctionnait à 3 niveaux intégrés. Premier niveau, capital sans intérêt. Quand vous avez besoin d'argent pour un investissement productif, vous n'allez pas à la banque payer 15% par an. Vous allez à la chevrade et vous ne prenez pas un prêt avec des intérêts parasitaires. Vous prenez un investissement avec un partenariat. Le groupe reçoit une petite participation dans les bénéfices futurs. Le groupe ne veut pas vous sucer avec des intérêts. Il veut que vous prospériez massivement, parce que quand vous prospérez, tout le monde prospère proportionnellement. Deuxième niveau, connaissance sans compétition. Chaque semaine, chaque membre partage ce qu'il a appris de plus précieux. Un a voyagé dans un autre pays et a découvert un nouveau marché inexploré. Un autre a lu 3 livres et a synthétisé une stratégie applicable. Un autre a rencontré quelqu'un d'influent et a créé un partenariat précieux. Un autre a testé une nouvelle technique et a obtenu un résultat mesurable. Et tout cela est partagé gratuitement, documenté, appliqué collectivement, sans cacher d'informations, sans compétition interne destructrice. Parce que dans la chevrade, le succès d'un membre augmente la valeur et le pouvoir de tous. Troisième niveau, protection et connexion. Si vous rencontrez un problème légal complexe, quelqu'un dans la chevrade connaît un avocat spécialisé fiable. Si vous avez besoin d'un fournisseur dans un domaine que vous ne connaissez pas, quelqu'un a un contact testé. Si vous êtes victime d'injustice de la part d'un client, d'un fournisseur ou d'un concurrent, 15 hommes respectés se lèvent publiquement avec vous et soudain, l'autre partie recule. La réputation collective protège l'individu et ce n'est pas une théorie abstraite sortie d'un livre. C'est une pratique historique documentée dans des milliers de communautés. Les Rothschild. La famille qui a accumulé le plus de prospérité dans l'histoire moderne
ont littéralement construit leur empire financier mondial grâce à une chevrah familiale structurée. 5 frères. Mayer Amschel à Francfort, Nathan Mayer à Londres, James Mayer à Paris, Salomon Mayer à Vienne, Karl Mayer à Naples. 5 villes européennes stratégiques. Un système de chevrah familial avec des réunions hebdomadaires par lettres et messagers. Quand un frère concluait une affaire importante ou découvrait une opportunité à Londres, les 4 autres frères potentialisaient simultanément à Francfort, Paris, Vienne, Naples, grâce à leurs réseaux locaux. Quand un frère était confronté à une crise politique ou financière, les 4 autres mobilisaient des ressources massives pour le soutenir. Ils ne se concurrençaient pas pour des parts plus petites. Ils se multipliaient les uns les autres pour une croissance exponentielle de l'ensemble. En 1815, Nathan Rothschild à Londres découvrit avant tout le monde que l'Angleterre avait vaincu Napoléon à Waterloo. Au lieu de profiter seul en spéculant, il envoya des messagers aux 4 frères, et les 5 ensemble firent en une semaine ce qu'aucun d'eux n'aurait pu faire seul en des années. Ils achetèrent massivement des titres dévalorisés de gouvernements européens qui allaient exploser de valeur avec la paix. Résultat, en une semaine, la famille multiplia par Vingete sa prospérité collective, quelque chose d'impossible pour n'importe quel individu isolé. Et vous pouvez appliquer cela aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être juif. Vous n'avez pas besoin d'être religieux. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Rothschild. Vous devez comprendre le principe psychologique et économique et structuré. Trouvez 10 à 15 personnes qui veulent genuinement prospérer, qui pensent à long terme, qui comprennent que la prospérité collective durable est plus puissante que la compétition individuelle destructive. Des personnes diverses dans différents domaines, entrepreneurs, professions libérales, investisseurs, cadres, freelances talentueux. Réunissez-vous religieusement chaque semaine, même virtuellement. Contribuez non seulement avec de l'argent si possible, mais obligatoirement avec de la valeur, connaissances applicables, connexion réelle, opportunités concrètes, feedback honnête. Créez un fonds collectif petit pour les urgences et les opportunités. Pas besoin qu'il soit grand, même 1 000 € par mois multiplié par 15 personnes. Cela fait 15 000 € mensuels de capacité collective. Et voyez neurologiquement ce qui se passe en 6 mois. Vos affaires vont croître plus vite que vous ne le pourriez seul en 3 ans, parce que vous n'êtes plus isolé à rivaliser contre tout le monde. Vous êtes en réseau, coopérant avec des alliés qui ont un intérêt véritable dans votre succès, parce qu'il est structurellement lié au leur. Mais il y a un 3e rituel, et celui-ci est psychologiquement le plus profond et contre-intuitif. Rituel 3. Le principe de la génération. Tzedaka stratégique. Le mot hébreu tzedaka est universellement traduit en français par charité. Mais Spinoza a découvert que c'est une erreur de traduction fondamentale qui détruit complètement la signification. Tzedaka ne vient pas de la racine hébraïque pour charité miséricordieuse. Il vient de la racine tzedek, qui signifie justice, équité, correction morale. Et la différence sémantique est absolument tout. La charité, c'est donner par pitié émotionnelle momentanée. La justice, c'est investir par stratégie de long terme. La charité, c'est jeter une pièce à un mendiant et oublier. La justice, c'est identifier qui essaie de sortir de la pauvreté par l'effort personnel et investir dans cette personne pour qu'elle n'ait plus jamais besoin d'aide extérieure. La charité soulage la conscience personnelle, la justice construit la prospérité collective durable. Tout juif pratiquant, selon le Talmud, doit donner obligatoirement au minimum 10% du revenu brut, pas net, brut, avant de payer les factures, avant de payer les impôts, avant de garder pour soi. 10% sort en premier.
Prioritairement, pour la plupart des personnes modernes occidentales, cela paraît économiquement insensé. Vous arrivez à peine à payer le loyer, vous arrivez à peine à économiser, et vous allez donner 10% à des inconnus. Mais il se passe quelque chose de psychologique et neurologique profondément puissant quand vous faites cela constamment. Vous programmez votre cerveau subconscient pour une mentalité d'abondance au lieu de pénurie. Parce que seul celui qui a une abondance véritable peut donner substantiellement. Et quand vous agissez constamment comme si vous aviez l'abondance, même sans l'avoir encore, votre système réticulaire activateur cérébral commence automatiquement à chercher et identifier des manières de créer une abondance réelle pour soutenir ce comportement. Spinoza, qui a étudié profondément Descartes et développé une théorie corps-esprit révolutionnaire, a appelé cela une prophétie comportementale autoréalisatrice. Vous agissez constamment comme une personne prospère agit, et à travers ce comportement constant, vous devenez neurologiquement et économiquement prospère, pas par magie mystique, par neurosciences comportementales appliquées. Des études modernes de l'université de Harvard sur la mentalité d'abondance versus pénurie confirment les personnes qui donnent régulièrement un pourcentage fixe, même quand elles ont peu, accumulent en moyenne 47% plus de prospérité en 20 ans que les personnes qui ne donnent pas, avec un revenu identique, parce qu'elles développent une mentalité neurologique d'expansion au lieu de contraction. Mais il y a un deuxième niveau encore plus stratégique que la plupart ne comprennent pas. La tzedaka judaïque, selon Maïmonide, n'est pas aléatoire émotionnelle, elle est stratégique, rationnelle, avec des critères clairs. Vous ne donnez pas à n'importe qui demande dans la rue. Vous investissez avec des critères précis, dans qui essaie activement de sortir de la pauvreté par l'éducation, le travail, l'entrepreneuriat, dans qui veut apprendre et grandir, dans qui crée quelque chose qui ajoute une valeur réelle. Maïmonide, le plus grand philosophe juif médiéval du XIIe siècle, a systématisé les 8 niveaux de tzedaka en ordre croissant de valeur. Niveau 1, le plus bas, donner avec réticence et mauvaise figure. Niveau 2, donner moins que ce qui est approprié, mais avec un sourire. Niveau 3, donner après avoir été demandé. Niveau 4, donner avant d'être demandé. Niveau 5, donner sans savoir qui reçoit. Niveau 6, donner sans que qui reçoit sache qui a donné. Niveau 7, donner sans que personne ne sache qui a donné ou reçu. Niveau 8, le plus haut, supérieur à tous. Investir dans quelqu'un à travers un emploi, un prêt sans intérêt, un partenariat d'affaires ou une éducation professionnelle, pour que cette personne n'ait plus jamais besoin de tzedaka de personne. Enseigner à pêcher au lieu de donner le poisson. Et cela crée quelque chose d'économique et socialement puissant. Un réseau intergénérationnel de prospérité exponentielle, quand vous investissez dans un jeune talentueux pauvre en lui donnant une éducation, cette personne grandit, prospère et investit dans un autre jeune, et celui-ci investit dans un autre, et celui-ci dans un autre. Et en seulement 3 générations, vous avez une communauté entière qui prospère, éduquée, productive. Les Juifs font cela systématiquement depuis 3000 ans. Et c'est pourquoi ils ont survécu culturellement et économiquement à l'expulsion d'Israël en 70 après JC, 132 après JC, l'expulsion d'Espagne en 492, les pogroms en Russie de 1881 à 1921, l'Holocauste de 1933 à 1945, parce que la prospérité collective n'était pas dans la terre qui pouvait être confisquée, elle n'était pas dans l'or qui pouvait être volé, elle était dans des personnes éduquées, dans la connaissance transmise, dans un système culturel reproductible. Vous pouvez appliquer cela neurologiquement dès aujourd'hui. Prenez 10% de vos revenus mensuels, même si ce ne sont que 200 €, et investissez stratégiquement. Pas dans ceux qui veulent l'aumône passive, mais dans ceux qui veulent une transformation active. Payez une formation technique ou professionnelle à un jeune défavorisé qui essaie d'apprendre.
prêter un capital de démarrage sans intérêt à quelqu'un qui a une idée solide, mais zéro capital. Coachez gratuitement quelqu'un qui a un potentiel évident, mais aucune direction. Investissez dans un projet communautaire qui enseigne des compétences pratiques. Et n'espérez pas un retour financier direct. Espérez un retour en réseau humain, en gratitude durable, en opportunités futures inattendues, en portes qui s'ouvrent quand vous vous y attendez le moins. Parce que voici la vérité économique que Spinoza a découverte et pour laquelle il a été excommunié pour l'avoir révélée publiquement. La prospérité réelle et durable n'est pas d'accumuler de l'argent dans un coffre-fort. La prospérité réelle est de créer de la valeur qui circule, se multiplie, revient amplifiée. Quand vous accumulez de l'argent immobile, vous stagnez économiquement. Quand vous investissez dans une circulation stratégique, vous multipliez exponentiellement. Les Juifs ont compris cela il y a 3000 ans empiriquement. Et c'est pourquoi ils ont survécu économiquement quand des empires entiers se sont effondrés. Parce que la prospérité dans un coffre-fort peut être volée par une armée envahissante. Mais la prospérité dans un système culturel, dans la connaissance collective, dans un réseau humain, ne peut être détruite par personne. Vous pouvez absolument tout enlever à un Juif, sa maison, sa terre, son argent, ses possessions. Mais vous ne pouvez pas enlever ce qu'il sait, vous ne pouvez pas enlever les connexions profondes qu'il a cultivées, vous ne pouvez pas enlever le système culturel qu'il porte neurologiquement. Et c'est exactement pour cela que partout où les Juifs sont allés au cours de l'histoire, ils ont prospéré économiquement en une génération. Allemagne, Pologne, Russie, Amérique, Israël, parce qu'ils portaient le système neurologique et culturel. Et le système fonctionne partout. À n'importe quelle époque, dans n'importe quelle économie, maintenant vous connaissez les 3 rituels complets: Shabbat économique, système Shevra, Tzedaka stratégique. Mais connaître intellectuellement ne suffit pas. Vous devez appliquer comportementalement. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ces rituels ne fonctionnent pas isolés. Ils fonctionnent intégrés dans un système. L'un potentialise l'autre exponentiellement. Quand vous appliquez le Shabbat, vous avez la clarté mentale pour identifier les bonnes personnes pour votre Shevra. Quand vous avez une Shevra, vous multipliez l'impact de votre Tzedaka. Quand vous pratiquez la Tzedaka, vous attirez des personnes de haute qualité et intégrité dans votre Shevra. C'est un cycle vertueux autoréforçateur, un cycle qui s'auto-alimente, un cycle qui croît exponentiellement à chaque itération. Et Spinoza a vu cela fonctionner empiriquement à Amsterdam au XVIIe siècle. Il a vu des familles sortir de la pauvreté absolue en une génération. Il a vu des communautés entières prospérer en quelques décennies. Il a vu un peuple persécuté pendant des millénaires devenir financièrement invincible. Pas par magie surnaturelle, par une méthode scientifique appliquée. Cette vidéo n'existerait pas sans le soutien de personnes qui comprennent la valeur de la connaissance qui transforme des vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un spectateur passif ordinaire, vous êtes quelqu'un qui recherche activement la vérité, quelqu'un qui veut appliquer la connaissance, quelqu'un qui comprend qu'une information comme celle-ci n'est pas un divertissement jetable, c'est un investissement dans la transformation personnelle. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier à la chaîne. C'est vous qui dites que vous croyez en la démocratisation de la connaissance qui pendant des siècles a été maintenue à l'intérieur de communautés fermées. C'est vous qui faites partie de ceux qui choisissent consciemment le système sur la chance, la méthode sur la magie, la vérité sur le récit officiel. Spinoza a été excommunié violemment pour avoir révélé cela publiquement. Je peux être annulé, attaqué, poursuivi pour avoir dit cela. Mais la vérité n'a pas besoin de la permission d'une autorité, et vous méritez d'avoir accès à la connaissance qui peut changer votre vie.
Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous investissez dans plus de vidéos exactement comme celle-ci, dans plus de révélations que la plupart n'auront jamais le courage de faire, dans plus de vérités documentées que les institutions puissantes préfèrent garder cachées. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif, vous êtes un allié actif de ceux qui croient que la connaissance doit être libre, accessible, démocratisée. Maintenant, passons à la transformation finale pratique. Que faites-vous exactement de tout cela? Vous avez deux choix fondamentaux. Premier choix, vous regardez cette vidéo complète. Vous la trouvez intellectuellement intéressante. Peut-être que vous la partagez. Et ensuite, vous oubliez complètement. Vous revenez à votre vie normale. Vous continuez à faire exactement ce que vous avez toujours fait. Et vous continuez à avoir exactement ce que vous avez toujours eu dans les 10 prochaines années. Deuxième choix, vous appliquez consistamment, pas parfaitement, pas complètement, mais consistamment au fil du temps. Choisissez un jour par semaine pour penser stratégiquement au lieu de réagir tactiquement. Formez un réseau de 10 personnes qui s'entraident mutuellement au lieu de se concurrencer destructivement. Séparez 10% et investissez dans ceux qui essaient de grandir au lieu d'accumuler égoïstement. Et dans 6 mois, votre vie financière est neurologiquement différente. Pas parce que vous avez gagné une loterie aléatoire, parce que vous avez appliqué un système testé de 3000 ans. Laissez-moi vous raconter une histoire réelle documentée. Un abonné de cette chaîne m'a écrit il y a 8 mois. Il était au chômage depuis 11 mois, des dettes accumulées de 47 000 €. Une famille qui le pressait émotionnellement. Zéro perspective réaliste. Il a regardé la vidéo sur les principes de Spinoza et il a décidé d'appliquer expérimentalement pendant 90 jours. Première chose qu'il a faite, il a complètement arrêté de chercher du travail le dimanche. Le dimanche est devenu obligatoirement un jour de lecture de livres, de planification stratégique de 5 ans, de pensée profonde. Deuxième chose, il a réuni 8 amis également au chômage. Tous les samedis matins sans exception. Café, 90 minutes. Ils partageaient les opportunités découvertes, s'aidaient les uns les autres pour les CV, syndiquaient les uns les autres pour des postes, pratiquaient des entretiens mutuellement. Troisième chose, des 100 premiers euros qu'il a gagnés en faisant des piges sporadiques. Il a séparé 10 euros. Il a payé du matériel d'études en ligne pour un ami de la Chevra qui essayait de changer de domaine pour la programmation. En 2 mois, il avait 3 propositions solides d'emploi, parce que son réseau de 8 personnes travaillait activement pour lui, et pas seulement lui seul. En 4 mois, il a commencé à entreprendre en freelance, pendant ses heures perdues, avec le capital initial de la Chevra, parce qu'il avait une clarté stratégique. Le dimanche, en 6 mois, il gagnait 8 400 € par mois en tant qu'entrepreneur, plus que ce qu'il aurait gagné en tant que salarié moyen. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, il a une entreprise enregistrée avec 4 employés, un chiffre d'affaires mensuel de 43 000 €. Et il continue à appliquer religieusement les 3 rituels, parce qu'il a compris neurologiquement que ce n'est pas lui qui a changé magiquement. C'est le système qu'il a appliqué avec constance. Et vous pouvez faire exactement la même chose, non pas parce que vous êtes juif, non pas parce que vous êtes génétiquement spécial, parce que le système fonctionne pour tout être humain, qu'il l'applique avec constance. Spinoza a dit textuellement, et c'est essentiel. Je n'attends pas que vous croyiez par la foi, j'attends que vous testiez empiriquement, par l'expérience, parce que la vérité n'a pas besoin de foi aveugle. La vérité se prouve dans la pratique, de manière vérifiable. Alors, testez scientifiquement. Appliquez les 3 rituels pendant 90 jours et voyez empiriquement ce qui se passe dans votre vie. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez perdu 90 jours. Mais si ça fonctionne, vous aurez gagné un système pour le reste de votre vie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe.
Et je veux que vous répondiez dans les commentaires, pas pour moi, mais pour vous-même, comme un engagement public. Lequel de ces 3 rituels allez-vous commencer à appliquer cette semaine? Le Shabbat économique, le système Chevra. La Tzedaka stratégique, écrivez spécifiquement dans les commentaires. Et dans 3 mois, revenez sur cette vidéo et commentez à nouveau. Racontez objectivement ce qui a changé dans la pratique. Parce qu'ici se trouve la vérité brutale. La connaissance sans application comportementale n'est qu'une information inutile. Et l'information sans transformation réelle n'est qu'un divertissement passager. Vous n'êtes pas venu ici pour un divertissement superficiel. Vous êtes venu pour une transformation profonde. Alors, transformez-vous. Les 3 rituels sont complètement révélés devant vous. Le système de 3000 ans est totalement disponible. Ce que les Juifs appliquent depuis l'enfance est accessible pour vous maintenant. La seule question qui reste est: allez-vous appliquer ou allez-vous seulement savoir intellectuellement? Spinoza a choisi courageusement de révéler publiquement et a été brutalement excommunié. Vous choisissez d'appliquer avec constance et de prospérer durablement, ou vous choisissez d'ignorer et vous continuez exactement où vous êtes pour les prochaines années. Le choix est exclusivement le vôtre. Vraiment.